Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la série Elles pensent la mode. Elles sont chercheuses, scientifiques ou encore économistes et elles étudient l'industrie textile, ses évolutions, ses dérives et ses innovations. Comment en est-on arrivé là ? Et maintenant, on fait quoi ? Aujourd'hui, nous connaissons les problématiques sociales et environnementales de la mode. Alors comment peut-on transformer cette industrie ? J'ai donc décidé de partir à la rencontre de celles qui pensent, qui analysent et qui critiquent la mode. Pour le 4e épisode de cette série, je donne la parole à Siem Dekili, ingénieure en agroéconomie, chercheuse en marketing et professeure à l'université de Strasbourg. Les marques de luxe n'échappent pas aux dérives sociales et environnementales de l'industrie textile, aux conditions de travail inhumaines, aux délocalisations, à l'opacité des chaînes de fabrication. On a toutes et tous en tête l'image de sacs de luxe détruits, preuve d'un énorme gaspillage qui est heureusement désormais interdit par la loi. Mais malgré ces scandales, pourquoi le luxe continue-t-il de faire rêver et de faire vendre, y compris en pleine pandémie ? En 2019, le marché du luxe a atteint un chiffre d'affaires mondial de 1300 milliards d'euros. Alors les consommatrices et consommateurs de luxe sont-ils sensibles aux arguments écologiques ? Luxe et développement durable sont-ils compatibles ? Et comment pourrait-on réduire l'écart entre les deux ? Avec Siem Dekili, nous avons tenté de répondre à toutes ces questions et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Siem, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir témoigner sur le podcast. Alors en introduction, très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours ? Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors on dit souvent les filles sont proches de leur papa, c'est mon cas, ça a été toujours mon cas, puisque sur les traces de mon papa qui a été ingénieur agronome, j'ai suivi des études d'ingénieur en agroéconomie. Et puis j'ai même intégré la même école d'ingénieur que lui, donc voilà la petite histoire familiale. Et puis je savais que les études n'allaient pas s'arrêter là pour moi, donc c'est vrai que j'ai toujours ressenti une soif, un grand plaisir à étudier, à aller le plus loin possible, et donc j'ai poursuivi après mon diplôme d'ingénieur en agroéconomie avec un DEA et un master en économie agricole et agroalimentaire. Et puis voilà, il y avait cette voie de thèse qui s'est ouverte, et peut-être contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, c'est-à-dire faire une thèse en économie, c'est parce que mon background était plutôt orienté à économie. Là, j'ai choisi, mais les circonstances ont fait que, et puis certaines rencontres aussi formidables m'ont orienté vers les sciences de gestion et plus précisément en marketing. Okay. Donc, je n'ai pas de formation de marketing dès le début. J'ai vraiment découvert cette belle discipline et véritablement dans le cadre de cette thèse de doctorat. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée depuis. Voilà. Très bien. C'est toujours intéressant de toute façon d'avoir un peu voilà le background des personnes pour comprendre un peu votre réflexion par la suite. Et alors, pourquoi l'industrie textile ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette industrie ? Alors, avant l'industrie textile, effectivement, il y avait un projet de recherche qui s'est construit autour de la consommation responsable. C'est vrai qu'après la thèse de doctorat, donc j'ai réalisé à Supagro Montpellier, j'ai été affectée à l'université de Strasbourg en poste de maître de conférence. Donc, je suis à Strasbourg depuis 2008. Et quand je suis arrivée, il y avait une équipe de recherche qui était en cours de structuration. Il a fallu que je réfléchisse sur un projet de recherche. Et puis, il y avait bien évidemment ce cursus qui fait que je suis très proche du domaine de l'environnement, de l'agronomie. Et puis, il y a eu aussi des contacts très riches avec des praticiens. Et rapidement, la thématique de la consommation responsable a émergé. Et donc, à partir de là, différentes perspectives se sont ouvertes et puis ont été étudiées. Pourquoi maintenant le textile ? Ça a démarré d'abord avec l'industrie du luxe.
Comment et pourquoi? Parce que effectivement, de par le cursus que j'ai expliqué, naturellement, je me suis souvent centrée sur le cas des produits alimentaires, puisque j'ai ma thèse portée sur le marketing agroalimentaire. Je suis de formation ingénieur agronome, et donc c'est vrai que j'avais cette sensibilité. Je l'ai toujours. Les produits alimentaires m'ont jamais effectivement perdu. Je les ai jamais perdus. Il y a toujours effectivement cette affinité pour cette catégorie de produits. Et c'est vrai que par rapport au sujet de la consommation responsable, on a parlé très tôt de ces questions-là dans le domaine alimentaire, notamment avec les marchés des produits biologiques équitables qui sont assez avancés, avec des labels aussi comme le label AB, le Max Havelaar de Fairtrade, qui sont très connus, qui bénéficient d'une notoriété chez les consommateurs. Et puis par rapport à cette question de consommation responsable, ce qui m'a toujours animée, c'est l'exploration des dysfonctionnements. C'est vraiment les freins qui ont travé cette consommation responsable. Donc, j'ai commencé à le faire dans le cadre de ces produits alimentaires. Et puis, la question sectorielle s'est posée. C'est-à-dire, d'abord, une première question, est-ce que les enjeux environnementaux et sociaux se posent de la même façon dans tous les secteurs? C'est-à-dire, j'avais cette expérience avec les produits alimentaires, mais à un moment donné, je m'interrogeais sur les autres secteurs d'activité et comment cet enjeu de durabilité se posait. On peut aussi, et c'est la question que je me suis posée aussi il y a quelque temps, est-ce que finalement cet argument écologique est bénéfique, entre guillemets, pour tous les produits? Est-ce qu'il y a toujours intérêt à l'utiliser, à le mobiliser, à le communiquer, notamment auprès des consommateurs? Et c'est vrai, parce que là je parle de ça, il faut remonter aux années, notamment, les premières réflexions autour de la mode éthique, ça date de 2009 à peu près. Donc c'est vrai que à l'époque, le sujet c'était même pas embryonnaire, j'ai envie de dire. C'était vraiment, c'était vraiment quelque chose de très très naissant. Et donc ces questions-là ont émergé, mais ont émergé aussi. Je parlais du luxe, parce qu'effectivement, à partir de cette date-là, 2009-2010, on commençait à entendre parler de certaines initiatives de marques de luxe dans le domaine écologique. Il y a différents exemples. On peut citer la marque Hermès, qui a créé à un moment donné, plus précisément en 2010, la ligne de produits petit H à partir de matériaux recyclés. Il y avait Gucci avec sa ligne d'accessoires où 25% à peu près des profits ont été dédiés pour le soutien de l'UNICEF, etc. Et donc, je commençais à entendre parler, effectivement, et à regarder, à observer ces initiatives-là. Et c'est vrai, le luxe, ça intrigue un peu. J'avais pas de connaissance auparavant de ce secteur-là. Et voilà. Et on s'est vraiment interrogé sur la pertinence, finalement, de ces actions durables dans un domaine comme celui du luxe. Voilà, okay. Donc ça c'est... Non, mais c'est intéressant de voir un peu le cheminement finalement, d'être passé de l'alimentaire, l'agriculture au luxe, et en même temps entre la mode et l'agriculture il y a des passerelles, il y a des liens sur les matières premières notamment. Enfin, j'imagine que c'est des sujets aussi qui doivent vous passionner. Et vous, à quel moment vous avez pris conscience plutôt des dérives et des enjeux de cette industrie? Vous nous avez rapidement expliqué que vous commenciez à voir émerger des engagements de la part des marques de luxe, mais à quel moment vous avez pris vraiment conscience des dérives écologiques, des dérives sociales dans cette industrie? Alors, j'ai parlé effectivement de ces premières observations sur le plan pratique, donc de marques qui ont commencé à faire des efforts. Tout de suite, je pense pour un chercheur, c'est la curiosité d'aller plus loin, de voir concrètement qu'est-ce que cela donne, notamment en termes d'efficacité aussi des organisations, ce qui nous intéresse en tant que gestionnaire. Et donc, on a fait cette première étude, donc qui datait de 2010 à peu près. Il y a une publication qui est parue en 2013 dans une revue américaine, qui est Journal Business Research. Et c'est vraiment l'article avec mon co-auteur Akli Achabou, où on s'est posé clairement la question, est-ce que luxe et développement durable, ça peut matcher? Et c'est vrai que cet article-là était d'ailleurs parmi les premiers. À cette époque-là, il y avait sur le plan académique, il y avait quasiment rien, j'ai envie de dire. Oui, il faut se replacer, on était en 2010, quoi. Tout à fait. Donc, plus de 10 ans, ouais.
Tout à fait. Donc, sur le plan académique, il y avait quasiment rien. Et cet article-là était vraiment parmi les premières réflexions sur le sujet. Et nous avons eu, suite à ça, effectivement, différents retours très intéressants de part de chercheurs, de praticiens. Nous étions invités à différentes reprises aussi par des journalistes. Et on voyait que la thématique intéressée. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser autour du luxe durable. Alors, suite à cela, nous étions invités, la même année, 2013-2014 à peu près, nous étions invités par des collègues américains pour contribuer à un ouvrage, cette fois-ci sur la mode éthique. Donc, ce n'est pas forcément spécifique au luxe, et donc c'était vraiment sur la mode éthique au sens large. Et nous étions en train de mener une étude, alors cette fois-ci sur la mode au sens large, et c'était une grosse enquête que nous avons réalisée auprès de plus d'1 millier de consommateurs. On est parti de quelques, là aussi, observations, quelques rapports commençaient à pointer le fait que le marché de la mode éthique peinait à se développer. Il y avait vraiment des difficultés. Et donc, l'objet de cette étude était vraiment de voir de près quels sont les freins qui empêchait finalement cette industrie qui a tout a priori pour se développer, notamment dans une époque où on parle durabilité, etc. Qu'est-ce qui l'empêchait de se développer? Et donc, nous avons essayé de creuser les freins, et là, il y avait effectivement 3 freins majeurs qui sont ressortis de cette étude, que nous avons décrit dans le cadre de cet ouvrage. D'abord, la méconnaissance. En même temps, à cette époque-là, voilà, 2013-2014, j'ai envie de dire, ce n'est pas surprenant. Les consommateurs ne sont pas très familiers avec ce que c'est la mode éthique, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela impacte, qu'est-ce que cela leur coûte, etc. Donc il y avait encore une ambiguïté autour du sujet. Le deuxième frein, c'était le désintérêt. Là, j'ai envie de dire 2 mots. C'est vrai que aujourd'hui, depuis un certain temps, on parle beaucoup de développement durable. Et on a l'impression, au final, à travers ces discours grand public, médiatiques, etc., que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ok, bien évidemment, je pense que tout le monde est concerné. Il doit jouer un rôle, chacun de nous doit jouer un rôle, quel que soit l'acteur d'ailleurs en question, doit jouer un rôle en faveur de cette transformation sociétale. Mais il faut prendre connaissance d'une réalité, celle qui consiste à dire qu'il y a un groupe de consommateurs aujourd'hui qui n'exprime pas une sensibilité forte pour ces enjeux-là. Et pour qui l'attribut écologique est vraiment un attribut très accessoire. C'est-à-dire quelque chose qui rentre très faiblement dans leur décision de choix et d'achat. Donc voilà, il y avait un premier facteur, donc la méconnaissance. Deuxième facteur, un frein qui est le désintérêt, auprès, notamment dans le cas d'un certain nombre de personnes. Et puis le troisième frein qui nous a semblé assez intéressant, c'est l'impact sur finalement les caractéristiques intrinsèques du produit, et notamment la question du style. Il y avait beaucoup de consommateurs qui avaient cette crainte que le produit de la mode éthique soit un produit, de toute façon c'est comme ça qu'ils le percevaient, c'est un vêtement qui n'est pas à la mode, c'est un vêtement qui ne correspond pas à leur goût, c'est un vêtement qui n'est pas suffisamment confortable, etc. Et donc c'est vrai que là ça mérite peut-être de rappeler qu'on parle de la mode éthique, on parle avant tout de vêtements par exemple. Il faut pas oublier que les vêtements, voilà, ça renvoie à un symbolique, à une question d'expression de soi. Voilà, on ne s'habille pas, voilà, d'une façon peut-être hasardeuse. S'habiller, c'est aussi une expression. Donc chez plusieurs consommateurs, et donc c'est quelque chose à laquelle on va faire un minimum d'attention, notamment chez un certain nombre de groupes de consommateurs. Et donc la question du style et comment cet aspect écologique pourrait impacter négativement le style des vêtements était un réel frein qu'on a observé déjà depuis les années 2013 à peu près chez les consommateurs. Et donc voilà, donc cette étude-là, donc sur la mode éthique en général, a permis de voir que finalement ce n'était pas si évident que cela pour parler mode éthique et pour encourager ce marché autour de la mode éthique. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et pour revenir aussi sur le luxe et sur votre étude que vous aviez réalisée dans le luxe, vous me disiez au téléphone quand on a un petit peu préparé cet entretien que
l'argument écologique influençait de façon négative la préférence des consommateurs et l'évaluation en fait de la qualité des produits. Comment on peut l'expliquer ça et surtout comment ça a évolué en 10 ans à peu près quoi. Ouais. Effectivement, c'est un sujet qui peut surprendre, peut-être. Je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, nous, quand on a démarré avec cette première étude, les années 2010, avec une publication en 2013, on a trouvé ce constat-là, on a pu le démontrer, le fait que le luxe a un impact négatif sur la préférence des consommateurs. Pour nous, ça a été une surprise. C'est vrai que nous ne sommes pas attendus à un tel résultat. Concrètement, alors nous avons fait une étude sur le cas Hermès. Donc on a pris, personnellement, j'aime beaucoup les études expérimentales. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est vrai, sur un sujet comme celui de la consommation responsable, il y a un biais déclaratif souvent assez fort. C'est-à-dire, et d'ailleurs on l'a constaté dans cette étude, en posant des questions assez générales sur ce que c'est le recyclage, sur ses bénéfices, notamment environnementaux, etc., on avait des réponses tout à fait favorables. C'est-à-dire, tous les répondants quasiment attestaient que le recyclage est une bonne chose, c'est quelque chose qui a un impact bénéfique pour l'environnement, c'est quelque chose qu'il faudrait encourager, qu'il s'agit d'une pratique qui n'est pas forcément néfaste pour la santé. Donc on avait vraiment des perceptions complètement positives autour de cette notion de recyclage. Ensuite, quand on met les consommateurs dans une situation de choix et d'achat, et là, à travers effectivement ce protocole expérimental, l'idée c'est de proposer quasiment de produits réels entre guillemets ou des produits très proches de la réalité. Donc une chemise avec une marque, avec un prix, avec une indication sur la composition de cette chemise, etc. Et on demande aux consommateurs d'exprimer leurs préférences. Là, effectivement, le résultat est complètement différent. Extrêmement intéressant. Ouais. Donc dans l'absolu, le recyclage, c'est parfait, c'est très bien, il faut l'encourager. Quand il s'agit d'acheter ma propre chemise de luxe, je rejette le recyclage. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de l'observer. On était un peu plus loin parce qu'on a pu aussi tester le pourcentage de matériaux recyclés inclus dans la chemise. Là aussi, c'était au début un résultat un peu surprenant, mais auquel on a trouvé une interprétation. On a pris le cas d'un 30% de matériaux recyclés intégrés dans la chemise versus un taux beaucoup plus important qui est celui de 70%. La préférence le rejet du recyclage est encore plus fort quand il s'agit d'un taux de recyclage de l'ordre de 30%. Versus 70%, alors qu'on pouvait s'attendre à l'inverse. Ouais. Et là, on peut expliquer ça par le fait que les consommateurs peut-être voient dans cette proposition d'un taux faible de matériaux recyclés une sorte de greenwashing, c'est-à-dire des marques qui veulent verdir leur image, elles vont mettre l'accent sur l'argument de recyclage, mais elles vont pas aller très loin dans cette démarche, c'est-à-dire en intégrant juste un faible pourcentage et avec un impact peut-être environnemental qui ne serait pas conséquent. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément. C'est intéressant de voir ces différences-là. Ouais. Ok. Ouais. Partant de ce premier résultat qui effectivement nous a intrigués, du coup ça nous a encore passionnés pour aller plus loin et comprendre mieux cette dissonance finalement, cette contradiction qui nous perçue entre le luxe et le développement durable. Donc pour répondre à votre question sur la question de la qualité, donc effectivement là on s'est dit tiens, il y a un impact négatif de l'argument écologique sur la préférence. Est-ce que cet effet négatif peut toucher la qualité? On a pensé à la qualité parce que le luxe est défini avant tout par la qualité. Donc là, on est vraiment... C'est l'argument que les marques utilisent. Tout clairement. À fait. Ouais. Donc là, on touche finalement à l'essence de ce que c'est le luxe. Et si l'argument écologique touchait et entachait cette qualité perçue, là, on a un enjeu quand même très majeur et donc un point très important pour les marques, pour l'industrie, pour les consommateurs. Donc là, c'est pas une question si simple. Et donc, à partir de là, effectivement, on a conduit de nouvelles études. J'ai même supervisé une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2018,
sur le sujet. Et donc, c'était vraiment une étude et des recherches focalisées sur l'impact de l'argument écologique sur la qualité perçue, cette fois-ci, des produits de luxe. Alors, ces recherches nous ont permis de dépasser la question du recyclage pour pouvoir tester d'autres attributs écologiques comme le bioplastique, comme le cuir végétal, qui présente une alternative par rapport à la problématique du bien-être animal. Et ça nous a aussi permis de tester et mesurer les perceptions des consommateurs dans des contextes culturels différents. On sait que, effectivement, la sensibilité écologique, elle n'est pas du tout la même d'un pays à un autre. Il y a de grosses divergences entre les pays développés, les pays en voie de développement. Les réglementations des pays, leurs efforts aussi en la matière ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle d'image écologique du pays d'origine. Donc, en fonction aussi des efforts des pays, cela impacte la sensibilité écologique des citoyens et par conséquent leur comportement de consommation. Et puis, nous avons considéré aussi un autre élément qui nous a semblé important, qui est l'image RSE des marques. On sait aussi qu'en fonction des marques, il y a des marques aujourd'hui, on parle de capital marque durable, il y a des marques dont les noms sont spontanément associés avec la durabilité. Nous avons pris le cas de Stella McCartney. Et puis, vous avez d'autres marques de luxe, par exemple, qui ne pourtant, elles font des efforts en matière de durabilité, mais elles n'ont pas réussi à construire une image autour de la durabilité. Et dans notre étude, nous avons pris comme exemple le cas Hermès. Donc, on a testé aussi des produits différents, dont les chaussures. Et donc là aussi, globalement, nous avons observé que l'attribut écologique impacte négativement la qualité perçue des produits de luxe durables. Donc là, clairement, d'une façon assez rapide, les marques de luxe, on peut dire, n'ont pas intérêt, j'ai pas envie de dire n'ont pas intérêt à faire des efforts en matière de durabilité. Non. C'est quand même pas l'objectif, au contraire. Ce sont des marques quand même qui peuvent être considérées à l'inverse comme leaders, qui doivent peut-être donner l'exemple pour entraîner d'autres mouvements ou d'autres entreprises vers ce mouvement de durabilité. Mais elles n'ont pas peut-être forcément à se centrer sur cet argument écologique auprès de leurs consommateurs de luxe. Et comment on explique, est-ce que vous avez réussi à trouver la raison pourquoi la qualité perçue d'un produit écologique de luxe, enfin pourquoi l'argument écologique impactait négativement la qualité perçue des produits de luxe ? Comment on l'explique ? Pourtant, parce que c'est vrai que le luxe, c'est à la fois l'artisanat, l'héritage, tout ça fait partie quand même d'une mode plus responsable, quoi, du travail à la main, des humains. Ouais. Alors effectivement, donc là, après ces études quantitatives, nous avions besoin effectivement d'une étude qualitative pour vraiment prendre le temps d'écouter les consommateurs, de leur poser des questions assez ouvertes et leur laisser la place pour s'exprimer et pour qu'on comprenne quelles sont les sources de dissonance finalement et pourquoi la qualité, entre autres, elle est perçue négativement. Et donc là, on a fait des recherches qui ont permis de mettre en place ce qu'on a appelé une grille qui trace un peu les sources de dissonance. C'est vraiment tous les éléments qui permettent de comprendre pourquoi luxe et développement durable sont perçus comme étant quasiment contradictoires. Alors je vais démarrer par la question de la qualité. Le luxe, comme on l'a dit, est défini par sa qualité, par une qualité exceptionnelle, une qualité supérieure. Dans l'esprit des consommateurs, la qualité des produits de luxe doit être irréprochable. Or, quand on parle de recyclage, par exemple, ou d'autres pratiques liées à la durabilité, au sens plus généralement, quand on parle de développement durable, on prône, on favorise, on encourage l'usage, le réusage. On est dans une logique de toute façon d'allongement du cycle de vie du produit, ce qui sous-entend effectivement quelque chose qu'on peut utiliser à plusieurs reprises, beaucoup à travers le temps. Il y a aussi l'idée de seconde main, le recyclage. Tout ça pour le consommateur est synonyme de dégradation de la qualité. C'est-à-dire quelque chose qui n'est plus exceptionnel. Je me rappelle d'un répondant, l'un des répondants qu'on a rencontré lors de nos enquêtes, qui m'a dit moi, mon costard que je paye par exemple à 4 000 €, j'ai pas envie ou je ne conçois pas l'idée qu'il a été porté par d'autres.
par exemple, pour faire référence, ou qu'il soit fait de matériaux déjà utilisés. Et donc là, on fait référence à des matériaux recyclés ou utilisés auparavant dans d'autres cadres. Et donc là, effectivement, le consommateur de luxe, quand il paye effectivement un produit souvent assez cher, il a envie de voir cette garantie d'une qualité exceptionnelle, irréprochable, des matériaux qui n'ont jamais été utilisés, qui sont utilisés pour la première fois, etc. C'est comme ça que c'est construit dans l'esprit des consommateurs. Après, au-delà de la qualité, il y a d'autres éléments effectivement qui peuvent nous renseigner sur ces sources de contradiction entre luxe et développement durable. D'abord, il y a, au-delà de la qualité, autour de la notion, que ce soit la notion de luxe versus la notion de développement durable, les contours de ce que c'est luxe ou de ce que c'est le développement durable sont différents. Par exemple, quand on parle de luxe, le luxe renvoie à l'idée d'exclusivité. Voilà, le consommateur de luxe cherche un produit exclusif qu'il a pour soi, uniquement pour lui. Voilà, il va porter quelque chose de très différent par rapport aux autres, ce qui renvoie à l'idée d'ailleurs de rareté des produits de luxe. Or, le développement durable va dans un sens opposé, dans le sens où on va encourager le partage à travers des pratiques de don, de troc, etc., etc. Et donc là, on est vraiment sur deux dimensions complètement opposées. Le partage versus l'exclusivité. Sur un autre plan, le luxe est associé à l'impulsivité. C'est-à-dire, on sait tous que un consommateur de luxe, le plus souvent, voilà, peut-être il va planifier certains achats, mais il y a beaucoup d'achats qui sont souvent faits d'une manière très impulsive et sans réflexion. Or, quand on parle de développement durable, on est incité, en tant qu'acteur, en tant que consommateur, à réfléchir à l'impact environnemental, social de nos achats. C'est-à-dire, la démarche de durabilité incite les consommateurs à regarder de près, au moment du choix et de l'achat, quel était par exemple l'impact carbone de cet achat-là. Et donc là aussi, on a une opposition entre, d'un côté, un achat de luxe qui se veut impulsif le plus souvent, et un achat durable qui renvoie plus à une question de rationalité, à une réflexion parfois approfondie au moment du choix et de l'achat du produit. Un dernier élément, toujours par rapport à l'opposition entre les deux notions, la question de l'égoïsme. C'est vrai, quand on parle de luxe, le consommateur de luxe parle beaucoup de plaisir tourné vraiment vers soi, c'est-à-dire, et ça on l'a beaucoup entendu lors de nos enquêtes, et c'est vrai qu'on achète un produit de luxe pour se faire plaisir avant tout, pour faire plaisir à soi-même, pour se sentir bien. Il y a certains travaux qui d'ailleurs sont assez cohérents avec des récits qu'on observe sur le terrain. Le fait aussi que certains achats de luxe peuvent conduire à des états de bien-être, etc. Et donc, cette dimension égocentrique, elle est vraiment forte dans le domaine de la consommation de luxe. Tout l'opposé dans le domaine de la durabilité, on prend l'altruisme et donc penser à l'autre, penser aux générations futures, penser aux petits producteurs dans les pays en voie de développement, etc. Et donc vous voyez, on est vraiment sur des valeurs qui peuvent être perçues comme totalement opposées et qui font que, au final, associer la durabilité au luxe peut paraître complexe. Ok, c'est extrêmement intéressant. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'aspect humain. Donc là, on a beaucoup parlé d'écologie, de recyclabilité, de qualité, ce genre de choses. Mais je voulais revenir rapidement sur une enquête d'Élise Lucet. C'était en 2018 où elle démontrait que certaines maisons de luxe, dont LVMH, faisaient fabriquer leurs sacs à main en Toscane, avec des conditions assez atroces pour les travailleurs étrangers. Et comment on peut expliquer que cet argument-là du bien-être humain peut-être ne rentre pas dans la balance pour les consommateurs dans une balance positive en faveur du développement durable, d'associer en tout cas développement durable et luxe, et comment on peut en être encore là en 2018 d'avoir un luxe qui n'est pas du tout éthique d'un point de vue humain, quoi. Je sais pas si on peut l'expliquer, mais voilà, j'aimerais bien juste faire un petit aparté sur l'humain et les droits des ouvrières et des ouvriers dans le luxe. Ouais.
effectivement, on revient à cette idée que le luxe, c'est vrai, devrait donner l'exemple. Et c'est vrai, on s'attend à ce que ces acteurs-là, qui sont très importants, qui pèsent lourdement sur le plan financier, et qui, même durant la crise, c'était vraiment le secteur qui n'a pas connu de récession et qui a continué à se développer. On peut s'attendre effectivement à ce que ce secteur donne l'exemple. Après, d'un point de vue maintenant managérial, et d'un point de vue des sciences de gestion et du marketing, c'est vrai que il y a un enjeu majeur, c'est-à-dire au-delà de la question bien évidemment de la sensibilité, de la conscience, parce que derrière, effectivement, ces marques de luxe, il y a des dirigeants, il y a des humains aussi dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on observe que les entreprises qui sont les plus engagées dans la durabilité, derrière, il y a un PDG, il y a un dirigeant qui est engagé à titre individuel. Et c'est vrai, vous évoquez l'aspect humain sur le plan des salariés, mais il y a aussi un volet humain dans l'entreprise et qui impacte fortement les pratiques et les décisions, en particulier sur le plan de la durabilité. Et ce sont des arguments qui ont été cités dans vos enquêtes. Enfin, est-ce que l'argument du humain est revenu à un moment chez les consommateurs de luxe ou non, ça matche pas non plus entre luxe et... Alors ça ne matche pas, et ça d'ailleurs on l'a relevé même dans cette grille autour de la dissonance, parce que il y a clairement une contradiction dans l'esprit des consommateurs. La durabilité ou le développement durable, bien sûr, c'est la justice sociale. Par exemple, sur cet aspect humain, tout le monde sait que le luxe, à l'inverse, a créé une sorte de disparité entre des classes sociales. Déjà, le fait que les produits de luxe soient proposés à des prix le plus souvent assez chers, et donc qui écartent une certaine catégorie de consommateurs, on s'éloigne de cette question de justice sociale. De même, sur la question des conditions de travail, alors ce qui est ressorti, c'est peut-être pas effectivement des drames, parce que ça rappelle aussi le drame de Rana Plaza dans le domaine de la mode, etc. Mais sur d'autres plans, on avait des consommateurs qui disaient clairement que effectivement le développement durable, c'est l'idée de conditions de travail équitables, une répartition aussi de la valeur qui serait équitable entre les différentes parties prenantes. Or, ce qu'on observe sur voilà, que ce soit dans les usines et aussi dans les magasins de luxe, on peut demander parfois à des ouvriers de faire plus d'efforts, d'être plus attentifs, plus d'attention. Vous parliez du savoir-faire, parfois notamment plus d'attention dans les magasins auprès des consommateurs qui doivent être effectivement, qui sont des consommateurs privilégiés, à qui on va accorder une attention particulière. On va essayer de leur faire vivre une expérience aussi d'achat et de consommation assez spécifique. Et pourtant, ces ouvriers-là, ces employés ne vont pas être forcément payés beaucoup plus que d'autres qui sont dans des secteurs plus basiques entre guillemets, et qui sont éloignés du domaine de luxe. Donc là aussi, cette question, la question des rémunérations, de la répartition de valeur avec les employés, les salariés du luxe, etc., se pose, que ce soit dans les pays occidentaux ou, pour aller plus loin, bien évidemment, tous les salariés, les petites mains qui travaillent dans des pays lointains. Bien sûr, c'est Oxfam, il me semble, qui avait fait une étude sur ça, sur les disparités de salaire entre les PDG des grandes maisons de luxe et les ouvrières, notamment en Asie. Enfin, la différence, évidemment, était assez énorme. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. Alors, est-ce qu'après avoir dit tout ça, aujourd'hui encore, on peut espérer que le luxe et le développement durable seront un jour compatibles ou pas du tout, et puis après, on viendra aussi à comment on va pouvoir réduire l'écart entre les deux. Mais déjà, est-ce qu'en conclusion, on peut se dire, bon, ça va jamais matcher, quoi? Non, on ne dira pas que ça va jamais matcher. Je pense que c'est le rôle des gestionnaires et des marketeurs en particulier. Et c'est là où le marketing durable est très important aujourd'hui dans la transformation sociétale. On peut très bien s'appuyer sur les outils, les approches du marketing pour accélérer, favoriser cette transformation. Et donc là, clairement, le marketing peut apporter des solutions pour rapprocher le luxe
ou la durabilité du luxe. Pour réduire l'écart entre les deux. Tout à fait. Donc c'est quand même ça l'idée, parce que si on fait toutes ces études-là, ce n'est pas pour s'arrêter au constat que ce sont deux domaines éloignés, c'est quand même pour proposer des recommandations, des solutions pour aider les marques de luxe, effectivement, à rapprocher les deux domaines. Ou pour elles, je pense que c'est quand même une question cruciale, c'est-à-dire ne pas être impactées négativement, alors qu'elles ont, pour un grand nombre de ces marques, elles font des efforts. Certaines ont vraiment de bonnes intentions et elles veulent jouer le jeu et réduire leurs impacts sur l'environnement. Et pour encourager aussi ces efforts, parce que si leurs consommateurs n'apprécient pas, ça donne pas forcément envie d'aller plus loin, quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc l'idée aussi, c'est que ces efforts, bien évidemment, on parle beaucoup de retour sur investissement. Ouais. Aussi, si on s'investit, si on s'engage, il faut au moins éviter un éventuel effet négatif. Ouais. Et donc là, il faut qu'on soit certain certain là-dessus. Donc effectivement, le marketing offre des possibilités pour rapprocher les deux domaines. Et nous avons effectivement fait pas mal de travaux là-dessus. Nous avons déjà publié des choses pour vraiment aller sur des solutions concrètes pour les marques. Par exemple, sur les valeurs, parce que on l'a vu, les deux notions paraissent assez contradictoires, avec des valeurs qui sont parfois opposées. Et donc, premier élément, c'est comment rapprocher les valeurs de luxe de celles du développement durable. Le luxe, par exemple, sur la notion de partage. C'est vrai, développement durable, c'est partager, des dons, du troc, etc. À première vue, le luxe se pose à cela. On n'est plus sur de l'exclusivité. Or, on peut très bien travailler cette valeur de partage dans le luxe, notamment en valorisant l'argument de la transmission à travers les générations. Voilà. Pas forcément peut-être d'un individu à un autre, mais, et d'ailleurs certaines marques l'ont compris, il suffit de voir ou de se rappeler peut-être la campagne de Patek Philippe, qui est la marque de luxe de montres, et qui a bâti à un moment donné toute une campagne autour de cette idée génération, avec l'argument qu'effectivement un produit de luxe s'achète, mais se transmet du père au fils, voire du petit-fils. Et c'est vrai que c'est une idée assez intéressante. Moi-même, j'avais entendu des répondantes en particulier qui me disaient, moi, mon sac, par exemple, de luxe que je vais acheter, pour moi, je vais le garder pour ma fille, voire pour ma petite fille. Et donc là, on est vraiment sur un héritage à consolider, à transmettre à d'autres générations. Et là, on trouve clairement la notion de durabilité. C'est-à-dire là, on reconnaît dans le luxe, quelque part, l'idée de développement durable. On est complètement sur l'idée d'allongement du cycle de vie, contrairement peut-être de prendre soin du produit. Tout à fait. Ouais. Et donc, et contrairement, par exemple, à ce qu'on peut voir dans le domaine de la fast fashion, on n'est pas sur des produits ou des vêtements jetables qu'on achète aujourd'hui pour les jeter un mois après. Là, on est vraiment sur des produits déjà qui sont souvent de bonne qualité et donc qui sont prédisposés à être effectivement à vivre assez longtemps. Et avec cette idée qu'on observe chez les consommateurs qui est de luxe, qui sont tout à fait est prêt à effectivement et attaché à cette idée de conservation du produit, à sa transmission. Et donc là, par exemple, en travaillant cette idée-là de partage, on peut très bien rapprocher peu à peu l'idée du développement durable du luxe. Un autre point important qu'on a évoqué, la question de la qualité. On ne peut pas effectivement, que ce soit pour les acteurs de luxe, les grandes marques, que ce soit pour les consommateurs, je pense qu'on ne peut pas faire passer ou continuer à laisser penser que l'argument écologique ou intégrer un attribut durable impacterait négativement la qualité des produits de luxe. Là, je pense qu'il y a un effort à faire, notamment pour les marques, et ça passe sans doute par la valorisation des matériaux écologiques. Aujourd'hui, quand on parle de matériaux écologiques, pour beaucoup de consommateurs, c'est des matériaux recyclés, où ça s'arrête à cela. Et donc, avec l'idée, je reviens sur l'idée de matériaux utilisés, de matériaux de seconde main, des matériaux qui sont usés, etc. Et donc, forcément, ce n'est pas forcément des matériaux de bonne qualité. Et donc là, je pense qu'il y a un effort à faire pour associer ces matériaux écologiques à des idées positives, notamment autour de la modernité, autour de l'innovation.
On sait aujourd'hui que l'innovation, d'ailleurs, ça crée des potentiels énormes et des possibilités extraordinaires pour aller plus loin dans cette transformation sociétale, pour créer des produits écologiques. Et je pense qu'il serait important de valoriser cet effort d'éco-innovation. Et d'ailleurs, un exemple dans la communication, ou l'une des communications de la marque Stella McCartney, on associe clairement les cuirs d'origine animale à quelque chose qui est démodé, dépassé, et on présente le cuir végétal, donc qui est le cuir écologique alternatif, comme étant quelque chose qui est associé à la modernité, à l'innovation, etc. Ils ont récemment communiqué sur le champignon, notamment, là, le mycélium. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, peut-être je finirai par... il y a différentes possibilités, mais je peux terminer. Je peux terminer par un autre point qui me semble fondamental. Convaincre les consommateurs que la consommation de produits de luxe durables ne signifie pas forcément un renoncement à son propre plaisir. Je pense que ça serait à la fois peut-être aberrant et naïf de penser qu'un consommateur de luxe ou un consommateur de la mode au sens large achèterait un produit durable pour le seul argument écologique. Rappelons-nous qu'un consommateur, notamment dans le domaine de luxe, de la mode, achèterait un vêtement, un accessoire, notamment pour des questions de style, d'image de soi, de confort, etc. Donc il y a des motivations égocentriques qui sont assez fortes et auxquelles les produits de luxe ou de la mode durables, notamment, devraient répondre. Et donc, et ça renvoie à une approche qui est l'approche du Green Bundle, donc qui insiste sur l'importance de cette approche, cette vision globale, c'est-à-dire le produit durable, ce n'est pas simplement des attributs écologiques, ce sont des attributs altruistes, mais aussi des attributs tournés vers le consommateur, qu'il faut vraiment pas oublier. Et donc, prouver au consommateur qu'un vêtement durable, par exemple, il peut être aussi autant à la mode et confortable et d'une excellente qualité qu'un produit de la mode conventionnelle, voire mieux d'ailleurs, je pense, parce que la qualité des matériaux écologiques peut offrir effectivement un confort peut-être supérieur. De toute façon, on le voit, les marques qui proposent cette double argumentation, qui construisent pas tout leur discours autour de l'écologie, mais qui proposent un vrai style, une vraie identité, fonctionnent plutôt bien par rapport à d'autres marques. Donc oui, c'est intéressant. Et j'imagine que dans le luxe, c'est d'autant plus important d'avoir ça, quoi. Oui, parce que les besoins en termes effectivement les motivations égocentriques, j'ai envie de dire, sont encore plus fortes chez le consommateur de luxe. Le consommateur de luxe, au moins pour plusieurs consommateurs, quand il porte un objet de luxe, il a envie, parfois, on peut prendre l'exemple de l'automobile, que ça tourne la tête des autres, qu'on soit remarqué. D'autres marques aussi, en proposant par exemple des chaussures écologiques, mettent l'accent de plus en plus sur le confort, sur la praticité, sur l'apparence. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut aller vers ça. À la limite, à un moment donné, j'ai envie de dire, et ça sera peut-être l'idéal, c'est que toutes les marques soient engagées, que la question de la durabilité ne sera plus effectivement réservé à quelques marques, et que on puisse tous, que ce soit un seuil minimum, j'ai envie de dire, quelque chose de garanti un peu partout, et qu'on puisse se focaliser plus sur les attributs qui vont toucher de près le consommateur et qui sont tournés surtout vers lui. Dans un article, vous avez écrit, ou c'est une citation, je ne sais plus, de vous, qui dit « Si les ventes privées peuvent constituer une solution pour écouler les stocks, il paraît décisif pour le secteur du luxe de revenir à l'un de ses fondamentaux, à savoir une production limitée. » Où est-ce qu'on en est dans cette réflexion ? Parce que c'est vrai que c'est un peu tout l'enjeu finalement de la mode responsable, c'est d'arrêter de surproduire. On s'attend à ce que le luxe, ça soit ça.
intrinsèquement. On réalise que les volumes ont quand même pas mal augmenté. Et donc, vous dites, voilà, il faut revenir à cette production limitée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette réflexion ? Oui. Alors, c'est un point fondamental. Ça rejoint ce que je disais sur les valeurs de luxe et dans quelle mesure peut-on rapprocher ces valeurs de luxe de celles de la durabilité pour pouvoir vraiment promouvoir un luxe durable. Et c'est vrai, la question de la rareté est un élément qui semble totalement en cohérence avec les valeurs du développement durable. Et donc, c'est tout l'opposé de la surproduction, la surconsommation, etc. Cela dit, et vous l'avez rappelé, de quel luxe parle-t-on ? Aujourd'hui, on parle de luxe inaccessible, mais il y a aussi toute la gamme des produits de luxe complètement accessibles et qui est faite pour répondre aux besoins d'une tranche de consommateurs assez élargie et qui a amené bien évidemment des marques à produire en quantité relativement importante. Donc voilà, on n'est plus. Donc avec effectivement cette évolution de ce que c'est le luxe et la diversification de l'offre de luxe, et avec peut-être l'objectif de répondre, notamment avec de nouveaux marchés, que ce soit les pays du Golfe. Aujourd'hui, il y a aussi les pays asiatiques qui sont très demandeurs. Donc il y a aussi cette volonté de répondre aux besoins de la plupart de ces consommateurs qui étaient il y a quelque temps peut-être des classes moyennes, qui ont gagné en pouvoir d'achat et qui aujourd'hui peuvent conquérir ou acheter un certain nombre de produits de luxe. Donc il y a eu effectivement tout ça à favoriser une production plus importante des produits de luxe. Je pense maintenant il faut peut-être effectivement marquer un stop, s'arrêter un tout petit peu et se dire est-ce que c'est vraiment la bonne démarche ? Est-ce que à la fois pour la durabilité et aussi pour le luxe, je pense qu'il y a l'enjeu se pose pour les deux, à la fois pour l'intérêt du luxe dans l'absolu et l'intérêt de notre planète et pour préserver aussi toutes les questions sociales, etc. Il faudrait aller vers et préserver cette rareté perçue. Ok. Que pensez-vous des initiatives qui ont été lancées par les groupes de luxe ? Il y en a eu plusieurs ces dernières années. Je pense au Fashion Pact, qui a été initié par Kering, la mission 1,5 degré lancée par Chanel pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030, Gucci Off the Grid qui utilise des matériaux de seconde main. Il y a eu pas mal d'initiatives lancées par des marques ou par des groupes. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces initiatives ? Est-ce qu'elles sont sincères ? Est-ce qu'elles sont suffisamment ambitieuses ? Parce qu'on parlait de luxe aussi comme modèle. Quel est votre regard sur tout ça ? C'est un point très important et il y a différents éléments de réponse. Alors, il y a une diversité d'actions, vous l'avez rappelé. Un premier point, je pense important, qui est ressorti d'ailleurs de nos différentes études, c'est la cohérence entre les actions durables mises en place et le secteur d'activité de la marque de luxe. Parfois, vous avez effectivement une marque de luxe qui travaille dans le domaine, par exemple, du vêtement, et puis vous avez des actions de type encourager ou permettre à des femmes dans un pays lointain, en voie de développement, d'accéder à l'éducation. Les consommateurs sont parfois très perplexes et pourraient se poser la question, mais quel lien entre l'activité de l'entreprise et cette action qu'elle est en train de prôner. Donc il y a une question de cohérence finalement qui est importante et qu'il faudrait garder en tête. C'est-à-dire on ne peut pas choisir déjà sur le choix même de ces actions durables. Il y a une réflexion profonde à faire. On ne sélectionne pas les enjeux de durabilité au hasard, en fonction d'opportunités peut-être. Ou pour s'acheter une bonne conscience, ou en tout cas c'est l'impression que ça donne. Voilà, c'est ça. Donc d'abord il faut vraiment une cohérence, c'est-à-dire si je suis une marque qui fabrique de la joaillerie par exemple, il y a une problématique par exemple sociale autour de les conditions de travail effectivement dans les minerais, etc. Là il convient de mettre en place des actions sociales. Vous parliez tout à l'heure de l'humain. Il faudrait effectivement des conditions de travail respectables qui permettent de préserver peut-être la santé de ces employés dans les minerais en question. Ça serait cohérent, vous voyez. Donc,
peut-être première idée, éviter peut-être aussi de diversifier, aller dans tous les sens et essayer effectivement de se donner, comme vous le dites, soit la volonté de verdir coûte que coûte son image, avec effectivement la limite effectivement de se trouver à diversifier des actions avec peu de liens avec son secteur d'activité. Et avec ses propres impacts, quoi. Tout à fait. Avec son propre acte. Ouais. Tout à fait. Le deuxième élément, effectivement, puisque vous disiez, est-ce qu'elles sont sincères, etc. Là, vraiment l'ADN de la marque, son héritage en matière d'efforts en faveur de la durabilité, son capital marque durable, ses efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale, ça diffère largement. C'est-à-dire, et là, nous, on l'a vu dans nos études, notamment l'effet de l'argument écologique sur la qualité perçue. Quand l'image de la marque n'est pas associée à la durabilité, l'impact négatif, il est encore plus fort. Donc, le consommateur ne sont pas dupes. Voilà. Ouais. Voilà, ça, il faut aussi... en être conscient. Voilà, tout à fait. Ensuite, je ne sais plus. Non, c'était de savoir ce que vous pensiez des initiatives. Je ne sais pas, par exemple, le Fashion Pack qui a été initié par Kering. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce qu'il est beaucoup axé d'ailleurs sur la biodiversité, ce genre de choses, peu sur l'humain. Avec des objectifs assez lointains aussi, tout ça a été beaucoup reproché. Quel est votre regard sur ça? Alors, il y a différentes actions effectivement qui ont été mises en place. Alors, sur l'aspect lointain, ça c'est aussi un élément très important d'un point de vue comportement du consommateur. Et c'est là où, encore plus, j'insiste sur l'argument de tout à l'heure, peut-être se focaliser moins sur l'argument écologique. On peut très bien commercialiser des produits durables en mettant en avant d'autres arguments, peut-être qui convaincront mieux le consommateur et qui convaincront mieux peut-être tous les consommateurs, quelle que soit leur sensibilité écologique. Parce qu'au final, si on veut diffuser plus largement ces offres de la mode éthique au sens large, il faudrait parler aux convaincus, ceux qui sont sensibles à la durabilité, mais aussi à tous les autres. Et là, ça passe sans doute par d'autres arguments autres que l'argument environnemental et social. Donc, l'une des limites, effectivement, de cet argument durable, et c'est pourquoi il ne faut pas se focaliser là-dessus, c'est qu'il est abstrait pour le consommateur. Contrairement à d'autres arguments, quand vous dites au consommateur, par exemple, que ces chaussures vont vous offrir du confort, ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir tester, qu'il va pouvoir observer à très court terme, c'est-à-dire dès les premiers jours du test du produit, il va pouvoir faire le bilan et constater si le produit était réellement confortable ou non. Or, quand vous lui dites ça va aider à préserver la planète ou ça va avoir un moindre impact sur l'environnement, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Et le consommateur est souvent a une préférence pour les arguments très concrets, qui le touchent de près. Et c'est ça qui fait que l'argument durable n'est pas toujours efficace. Et donc, effectivement, là, quand vous citez certaines initiatives avec des objectifs assez lointains... Oui, c'est 2030, 2050... voilà. Donc, pour les consommateurs, ça peut paraître effectivement quelque chose de l'ordre du très lointain et peut-être avec un impact en matière de crédibilité aussi, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est aussi un enjeu de crédibilité du message qui peut paraître pour le consommateur, effectivement, quelque chose d'assez problématique. À l'inverse, par exemple, des objectifs plus précis, c'est-à-dire, et ça on l'a observé aussi à travers les études, c'est-à-dire le consommateur n'est pas contre le fait que on ne demande pas forcément aux entreprises, aux marques, de faire de grands pas rapidement. C'est-à-dire si des marques précisent des objectifs peut-être plus précis en disant d'ici 5 ans on a tel objectif et puis au bout de 2 ans ou 1 an revenir en disant on a fait tel pas, il nous reste à faire telle et telle chose. Ça c'est une démarche qui a été évaluée très positivement. C'est-à-dire le consommateur peut être très sensible à ces démarches transparentes, modestes aussi avec une certaine modestie de la part des marques et qui s'éloignent finalement du greenwashing, parce qu'aujourd'hui aussi quand vous abusez des arguments durables, ça peut aussi donner l'impression qu'on est vraiment sur des faux arguments, un message qui peut être considéré comme mensonger, etc.
Donc voilà, ça c'est par rapport à l'aspect abstrait. Après, effectivement, parmi ces initiatives, il y a ce que vous citiez aussi au début, Gucci of the c'est Girl. Gucci of the Grid. Voilà. Ou Ça- la mission 1,5 degré de Chanel. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, j'ai regardé de près effectivement ce qu'elle propose. C'était assez intéressant de voir que il y a des produits, par exemple, des accessoires pour ce qu'ils appellent pour des voyages modernes. Et donc, ça peut être des cubes de rangement, des sacs pour linge sale, qui sont faits à partir de matériaux recyclés. Ça, j'ai envie de dire, ça a plus de chances de réussir auprès du consommateur que d'autres produits comme les vêtements qu'on va porter ou des accessoires qu'on va effectivement avec lesquels on va s'afficher. Mais c'est pas un peu gadget? Est-ce que vraiment ça aura un impact? Oui, c'est une bonne question. Après, par rapport à l'acceptabilité du consommateur, c'est vrai qu'on remarque que plus le produit de luxe durable va être associé à quelque chose avec laquelle on va s'afficher, le consommateur va s'afficher avec, dans un lieu en particulier social, on va être observé, plus la réticence, elle peut être forte. Et d'ailleurs, on l'a observé avec un exemple très simple autour des parfums, où les gens nous disaient OK, sur l'emballage, il n'y a pas de problème. Carte blanche à toutes les marques pour faire des efforts autour de la durabilité. Voilà. Donc, mais quand on s'approche peu à peu du produit lui-même, là, ça devient de plus en plus problématique. Donc, à la limite, on l'accepte pour un certain nombre de produits secondaires, entre guillemets. Là, l'exemple de Gucci avec les sacs de linge sale. Voilà, voilà, avec les sacs à linge sale. Mais peut-être, voilà, on l'acceptera moins. Le consommateur aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Ce que vous avez observé. Voilà, il est plus réticent quand il s'agit. Ou alors, il faut y aller par étapes. Enfin, peut-être que c'est une première étape pour petit à petit faire accepter ces changements aux consommateurs, je ne sais pas. Tout à fait. Tout à fait. Je pense, effectivement, et nous-mêmes, on l'observe, puisqu'effectivement, ces études sur la mode éthique, on les a démarrées depuis 2009-2010. Les choses évoluent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations aujourd'hui. Alors, je suis pas en train de dire que le consommateur est aujourd'hui complètement informé, mais par rapport, effectivement, à il y a 15 ans, par exemple, il y a beaucoup plus d'informations, il y a plus d'initiatives de la part d'entreprises de la mode qui vont dans le sens de la durabilité. C'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé et tout ça contribue favorablement à la diffusion de l'information autour de ce secteur et à la sensibilisation du consommateur. Et donc, en effet, ça peut être peut-être un premier pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore un blocage, mais si avec tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure pour approcher la durabilité de luxe, si on réussit à mettre en place des produits de luxe durables qui sont d'une qualité extrême, qui sont très jolis, un design parfait, etc., avec plein d'autres caractéristiques qui sont favorables pour le consommateur, bah peut-être effectivement c'est vrai. En tout cas, c'est l'idée, c'est qu'on puisse lever ses freins, quoi. Lever peu à peu ses freins, Okay. ses freins, pardon. Il y a aussi des initiatives pour encourager les changements au niveau politique. On s'écarte un tout petit peu, ce sera peut-être la question de fin, mais on parlait du prix, par exemple, et de dire il faudrait des TVA plus avantageuses sur les produits écologiques que sur les produits qui polluent, par exemple sur les vêtements éthiques, contrairement aux vêtements de fast fashion. Est-ce que tout ça aurait... Enfin, j'imagine qu'il faut tout mener en même temps de toute façon, mais d'après vous, qu'est-ce qui serait le plus simple à mettre en place, le plus rapide à mettre en place et le plus efficace pour encourager l'achat de mode éthique versus l'achat de fast fashion? Est-ce qu'il faut concentrer nos efforts sur essayer d'avoir des nouvelles lois, des incitations pour essayer d'équilibrer les prix, puisqu'on parlait aussi d'équité, effectivement, entre un produit de mode éthique qui coûte beaucoup plus cher, parce que faire bien les choses, ça coûte beaucoup plus cher, et donc c'est pas juste de devoir débourser beaucoup plus. Ou est-ce que il faut que, pour répondre à l'urgence, il faut que ça vienne des marques en se recentrant sur
le consommateur. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Ouais. Non, mais je pense que la question est claire. Là, vous pointez, je pense, le rôle ou l'importance de la contribution de chacun des acteurs. Il y a à la fois les marques, il y a les consommateurs, il y a bien évidemment les acteurs politiques. Aller plus vite, je pense pas que ce sont les acteurs politiques qui vont être les plus rapides, parce que bon, on attend. Voilà, en France, il y a encore du retard, notamment si on compare par rapport à d'autres pays, pays nordiques. Clairement, mais est-ce que ce serait le plus efficace, même si c'est pas forcément le plus rapide? Ça peut être efficace parce que quand on observe, il y a des études d'ailleurs qui ont fait des comparatifs entre parfois vraiment un nombre important de pays et on observe clairement que les pays qui ont très tôt encouragé la distribution, la production, qui ont mis en place des mesures incitatives pour aller plus loin dans la production et la distribution des produits, par exemple là, peut-être loin de la mode, les produits alimentaires, ne serait-ce que sur les produits alimentaires. Ce sont les produits qui affichent le plus de consommation et dans lesquels ce modèle de consommation a été le plus propagé. Et donc... Donc oui, la réponse est plutôt claire, quoi. Je pense que effectivement, si demain on a une loi qui va, là vous parlez de TVA, où clairement on va inciter, une mesure incitative, tout à fait, une mesure incitative qui va encourager la commercialisation des produits de la mode éthique. Je pense que ça encouragerait plus qu'un acteur à aller dans ce sens, et peut-être ça accélérerait la disparition, j'ai envie de dire, peu à peu des modèles de la fast fashion. Parce qu'aujourd'hui, ayant discuté avec différents professionnels, des praticiens de la fast fashion, il y a plusieurs qui sont complètement convaincus que c'est un modèle d'affaires qui ne marche plus et qui bloquent encore, c'est-à-dire qui n'ont pas encore, j'ai pas envie de dire le courage suffisant, mais le courage il est impacté par d'autres facteurs, et qui n'arrivent pas encore à passer à autre chose, à opérer la transformation dans l'organisation qui est attendue. Et donc c'est là où, par exemple, je pense une mesure incitative des pouvoirs publics pourrait encourager ces entreprises-là de changer de modèle si elles sont accompagnées, ces entreprises. Parce que moi, quand je discute souvent, et c'est ça qui, je pense, enrichit nos travaux de recherche, ce lien avec les entreprises et avec le monde, avec les professionnels. Et on se rend compte que cette peur de basculer vers un nouveau modèle d'affaires, un nouveau mode de production, de distribution, c'est quelque chose qui est souvent synonyme de risque. Et c'est parfois légitime. Effectivement, certaines entreprises sont convaincues que c'est important de passer à autre chose, de limiter les productions, de revoir la conception des offres, d'intégrer des matériaux écologiques plus durables, etc. Et pourtant, qui dit changement dit aussi résistance au changement. C'est peut-être d'ailleurs très vrai dans le luxe, parce que c'est des grosses entreprises très imprégnées d'un gros héritage, quoi. Tout à fait, avec une culture, parfois une culture dans les organisations. Et donc changer tout ça, ce n'est pas simple. C'est pourquoi effectivement, et moi je l'ai entendu, des entreprises qui ont clairement peur de ce changement, qui ont peur de ne pas réussir dans ce nouveau modèle, parce qu'elles manquent d'outils aussi, ça c'est important. Si elles sont, demain, si on a effectivement une loi, une mesure qui encouragerait ou qui mettrait en place effectivement des moyens pour accompagner ces organisations vers un nouveau modèle d'affaires, un nouveau modèle d'affaires, je pense que ça encouragerait plusieurs acteurs à basculer et à revoir effectivement leur mode de production. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être efficace, une mesure réglementaire de la part des pouvoirs publics peut être un élément accélérateur si ça se met en place. Et en attendant, les marques peuvent... Tout à fait. D'ici là, en tout cas... En attendant, les efforts devraient continuer
notamment du point de vue des marques. C'est vrai que j'ai pas envie de mettre le fardeau sur le dos du consommateur. Ouais, c'est déjà suffisamment difficile. Voilà. Je pense les marques, de par les offres qu'elles proposent et de par les efforts qu'elles peuvent faire en matière d'écoute du consommateur, les nouvelles attentes, leur permettraient de mettre en place des nouvelles offres, notamment dans la mode éthique, qui correspondent mieux aux attentes des consommateurs. Voilà. Rappelons qu'il n'y a pas que l'aspect écologique dans la mode éthique, il n'y a pas que la dimension sociale, il y a aussi le design du produit, il y a aussi la qualité intrinsèque, le confort du tissu. Le consommateur, il est vraiment en attente de ça. Ouais. Et juste peut-être, une toute dernière question. Mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à opposer aussi, alors luxe et développement durable, mais marketing et développement durable. Vaste sujet, j'imagine. On va essayer de faire ça très court pour conclure cet épisode, mais le marketing durable, c'est possible et c'est pas un gros mot. Alors là, ça me fait sourire parce que en 2021, j'ai dirigé un ouvrage, le marketing au service de développement durable, repenser les modèles de consommation, et coécrit un autre ouvrage qui s'appelle Marketing durable et qui vraiment condense toutes ces réflexions autour des liens entre marketing et développement durable. Alors, j'ai plus envie de m'attarder sur le fait que ce sont domaines qui peuvent être perçus comme étant opposés. C'est le cas. Ce qu'on diabolise souvent, c'est pour ça que je vous pose cette question de fin. Tout à fait. Même, ça m'amuse, même ce débat. Et vraiment, ça me fait plaisir et c'est quelque chose qui me passionne. Même de l'évoquer avec mes étudiants, notamment avec des publics qui sont peu familiers avec le marketing. Je démarre souvent avec les idées qu'ils ont de ce que c'est le marketing et je peux observer à quel point il y a des stéréotypes, des idées erronées. Voilà, le marketing qui est coupable de tout et qui est le risque à la consommation. Enfin, c'est souvent ça qui revient. Tout à fait. Qui est responsable du gaspillage, qui est associé aussi à des messages mensongers, à un manque de transparence auprès du consommateur, à une sorte de manipulation, etc., etc. Un point important, que je tiens à le dire et je le répète parce que j'ai eu l'occasion de l'évoquer à différentes reprises. Il faut distinguer vraiment entre la discipline qui est le marketing et les pratiques des acteurs qui sont sur le terrain et qui peuvent être responsables ou non, comme dans tout domaine. Sur le terrain, effectivement, il peut y avoir des marketeurs, qui peuvent ne pas être suffisamment peut-être avancés dans leur réflexion sur ce que c'est, ces enjeux de durabilité, comment être attentif au bien-être du consommateur, comment il faut approcher le consommateur, quelles sont les limites aussi sur le plan, sur le plan toutes les valeurs de respect, etc., etc. Et non pas, bien évidemment, l'idée n'est pas du tout de vendre à tout prix, entre guillemets. En tout cas, on a associé au marketing effectivement ce but de vendre et de pousser et de vendre le plus et avec le prix le plus élevé, etc. Sauf que, effectivement, il y a cette distinction à faire. La discipline, c'est une discipline scientifique, et le marketing. Et je pense aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop m'attarder sur l'opposition. En revanche, tous les chantiers de recherche que je mène actuellement et depuis un certain temps, mais aussi dans le cadre d'un collectif, je pilote un groupe d'intérêt thématique qui s'appelle Marketing et Développement Durable, qui est soutenu par l'Association française du marketing. Et donc, on est un certain nombre de chercheurs travaillant sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, la question sur laquelle nous travaillons, c'est comment se servir des outils et approches marketing pour servir et pour encourager cette transformation sociétale et ce mouvement de durabilité. Et par contre, on a dit des choses sur le marketing ou des idées reçues autour du marketing qu'il faut vraiment dépasser, mais il faut aussi rappeler que le marketing a du pouvoir. Notamment ne serait-ce qu'à travers la communication et l'impact de la communication auprès des consommateurs. À la fois, c'est un élément de vigilance parce que effectivement, ça amène les marketeurs
à être vraiment le plus responsable possible, parce que l'argument qui va être véhiculé, s'il n'est pas effectivement bien étudié, il peut avoir des impacts notamment d'ordre social, sur les individus, notamment sur les populations, ce qu'on appelle vulnérables, des enfants, des personnes qui n'ont pas forcément aussi les capacités peut-être toujours d'analyser les messages et le contenu des messages et l'impact que cette production peut avoir sur leur état de santé ou sur l'environnement. Mais en même temps, si c'est bien utilisé, si c'est utilisé correctement, ça peut être vraiment un très bel outil pour pouvoir encourager... pour diffuser les messages de développement durable, quoi. Tout à fait. Okay. Voilà. Très bien. Bon, on va rester sur cette note-là de conclusion. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était extrêmement passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Merci à Siem d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.